bonne surprise, moins de faillites en Israël au premier semestre 2024 et ça coûte cher à certaines sociétés de boycotter Israël. Et tout de suite, nous avons rendez-vous avec le docteur Daniel Guggenheim. Comme chaque semaine, il va nous relater bien ce qui a buzzé dans la presse économique. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, les faillites au premier semestre 2024 sont moins nombreuses. Comment est-ce possible, Daniel? Oui, effectivement, c'est une bonne surprise. Malgré la guerre, comme vous venez de le dire, le nombre des faillites des entreprises et des particuliers a été beaucoup moins fort, moins 20% par rapport au premier semestre 2023. Et on peut se demander d'abord la raison. La raison est du fait des aides de l'État et également des allègements juridiques qui ont été faits pour ces particuliers et pour les entreprises. Maintenant, le rapport qui est sorti cette semaine est un rapport de celui qui est responsable au ministère de la Justice des faillites. Donc c'est un rapport officiel qui vient dire ces chiffres-là. Je donne un exemple, par exemple, pour les faillites des particuliers, parce que ça concerne beaucoup de gens. Ils sont passés de 13 000, donc, dans la période de premier semestre 2023, à seulement 10 500, donc, dans notre premier semestre 2024. C'est donc une nette baisse, comme je viens de le dire. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce chiffre-là est appuyé aussi par les chiffres qui viennent d'être donnés par la TVA. Les impôts, comme on le sait, tous les mois et tous les 2 mois reçoivent la valeur ajoutée des entreprises. Ça permet aux impôts de savoir qu'est-ce qui se passe du point de vue économique. Est-ce que les gens ont moins de chiffre d'affaires ou plus? Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Que maintenant, dans notre période à nous, on est à peu près seulement 53% de sociétés qui ont une baisse du chiffre d'affaires. On le voit puisqu'ils ont payé moins de TVA. Et au début de la guerre, on était à plus de 60%. Donc c'est une nette baisse. Maintenant, en temps normal, les entreprises qu'on voit qui peuvent baisser, c'est 50% à peu près. Ça veut dire on est un peu plus que quand même le temps normal, mais on se rapproche de plus en plus d'une économie normale. Et donc c'est très intéressant de voir que ce chiffre appuie, comme j'ai dit, le premier chiffre de baisse des faillites. Un troisième chiffre qui est très très intéressant, qui également montre cette augmentation de l'activité économique en Israël. On a dit beaucoup dans la presse, maintenant à cause de la guerre, et les investisseurs étrangers vont plus investir en Israël, et les investisseurs israéliens vont aller investir à l'étranger, et est-ce que ça va être comme ça? Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Je parle donc du premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023 qui n'était pas de la guerre. On a une augmentation de 25% Incroyable. Par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière. Il s'agit, je donne un chiffre assez impressionnant. Il y a eu ce qu'on appelle 163 transactions pour une valeur totale de 8,6 milliards de dollars. C'est quoi une transaction? C'est quand une entreprise se vend à une autre entreprise, qu'on appelle exit aussi également, ou une autre entreprise qui rachète. Alors, qui est très fort en Israël dans ce marché-là? Alors, les premiers, ça vous étonnera pas, c'est les Américains, qui ont fait parmi ça 71 sur ça, et qui ont fait jusqu'à 2,6 milliards de dollars, donc d'achat de ces sociétés-là. Les deuxièmes, c'est les Israéliens, qui ont investi 45 pour donc transactions de ce genre pour 1,7 milliard de dollars. Et moi, ça m'a étonné. Le troisième chiffre, c'est les Anglais. Les Anglais sont très présents donc sur ce marché-là. Ils en ont fait 18 pour un chiffre de 0,8 milliards de dollars. Maintenant, point de vue, est-ce que c'est un chiffre impressionnant, ce que j'ai donné là, ce chiffre-là de transactions et également milliards de dollars par rapport au reste du monde? Eh ben, sachez qu'Israël est à la 11e place, maintenant je parle pour le premier semestre 2024, pour ce genre de transactions. C'est pour tout le incroyable. C'est incroyable. Malgré la guerre et malgré ce qui se passe. Maintenant, encore une fois, ça vous étonnera pas. 80% de ces transactions-là, donc ces achats et ventes d'entreprises, sont des entreprises de haute technologie. Bah oui, bah bien sûr, on n'est pas étonné, mais en tout cas, on est content pour ces entreprises-là et de savoir que notre économie se porte bien, c'est plutôt rassurant.
Je voudrais dire une dernière chose, puisqu'on a parlé de transactions, je ne veux pas ne pas le faire, c'est ce qui s'est passé avec la société Wiz. Société Wiz, qui est une société israélienne de cybersécurité très performante. Et alors, qui devait se faire acheter par Google. Par Google pour 23 milliards de dollars. Et donc, finalement, cette semaine, on a su que ça n'allait pas se faire. Le chef d'entreprise s'appelle Rappaport, a écrit à ses employés, ça sera, moi, je veux pas être racheté, je veux aller à la bourse. Alors, je dois dire quand même une chose, c'est que il y a beaucoup d'analystes financiers en Israël, très, très sérieux, qui disent la chose suivante. Il faut bien regarder qu'est-ce qui s'est passé point de vue communication. Google n'avait pas parlé de 23 milliards de dollars. Celui qui a fait cette communication au Wall Street Journal, c'était la société Wiz en particulier. Elle-même. Et donc, on se demande si c'est vraiment Google qui a pas voulu ou si c'est pour lui une façon de dire au marché, je vaux 23 milliards de dollars. Ça reste dans le doute, mais il y a une possibilité que c'est ça aussi. Il a voulu faire de la com à ce niveau-là. Bien que c'est une entreprise qui est performante, mais peut-être avoir 385 millions de dollars seulement par an de chiffre d'affaires et être en perte, peut-être on vaut pas 23 milliards de dollars. En tout cas, ce que je me dis, pourquoi je le dis? Parce que je veux dire, faire très attention à toutes les informations qui sont données en financier, toujours faire de l'analyse de ce qui se passe. Bon, alors, on va continuer puisque nous approchons des vacances avec une compagnie low cost qui fait des merveilles et qui propose des vols très peu chers et dont les Israéliens raffolent. Eh bien, il faut savoir que cette compagnie, on va la citer, Ryanair, eh bien, avait décidé de ne plus voler en Israël et ça leur a coûté cher. Oui, c'est ce qu'on a fait la justice immanente. Et voilà. Elle vient d'annoncer cette semaine qu'elle a eu 50% à peu près de baisse de ses bénéfices au deuxième trimestre 2024. Et la presse israélienne arrive à montrer qu'une partie, en tout cas très importante de cette baisse de bénéfices, est due au fait qu'elle n'était pas sur le marché israélien une grande partie de son temps, puisque jusque seulement que début juin, que les revenus, comme vous l'avez dit, revoyageaient vers Israël. Il faut savoir que c'était une des compagnies les plus importantes pour Israël. C'est en Europe aussi, c'est une des compagnies qui a le plus d'avions en Europe, donc qui assure énormément de vols, donc c'est pas rien du tout. Maintenant, comment aussi on peut attribuer ça? Parce qu'on sait que quand les entreprises, les compagnies aériennes américaines ont dit on va arrêter d'aller vers Israël à cause justement de la guerre, ils ont dit eux-mêmes on sait que ça va baisser notre chiffre d'affaires de 25% parce que Israël-New York est quelque chose de très très rentable pour les compagnies aériennes internationales. Alors ce que je veux dire par Ryanair, c'est comme vous l'avez aussi laissé entendre, elle est revenue en juin, mais en octobre elle va revenir complètement vers Israël. Tous les escales qu'elle faisait avant, même Baden-Baden, enfin des endroits qui étaient que ça aidera pour ceux qui veulent aller en France ou à l'Est, etc. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui va revenir. Et elle a senti elle-même que c'était obligatoire parce qu'elle a perdu beaucoup d'argent. Et je voudrais dire une dernière information qui est sortie vraiment cette semaine, très intéressante. La compagnie Israël, vous savez, qui a été rachetée par Ami Levy, vient d'annoncer qu'elle va acheter des avions qui lui permettront d'aller jusqu'à New York. C'est-à-dire, d'être concurrent de Elan, même sur les longs courriers. C'est très intéressant parce que ça veut dire que pour nous, consommateurs, on va payer moins cher. On va payer moins cher. Une fois elle avait fait ça, ça avait raté, mais maintenant la presse israélienne dit qu'elle est mieux préparée et donc nous ne pouvons que nous féliciter de cette concurrence. Alors, puisqu'on parle de parler moins cher, ça tombe bien avec la réforme de l'électricité qui va prendre, on va dire, effet le 25 juillet. Alors, est-ce qu'on va payer moins cher ou pas? Alors, moi, je dis, il faut dire toute la lumière sur cette réforme. Il faut faire toute la lumière sur la réforme, c'est sûr. C'est ça le mot. Pourquoi je dis ça? Il faut faire très attention, comme je dis souvent, lorsqu'il y a des déclarations qui sont faites. Des fois, cette déclaration elle a été faite il y a à peu près une semaine par le ministère de l'Énergie, qui est venu dire, voilà, maintenant tous les Israéliens, même ceux qui n'ont pas un compteur intelligent, pourront changer de compagnie et ne pas être seulement tributaires de la compagnie d'électricité. Alors, pourquoi je dis il faut être prudent et dire la chose suivante. D'abord, est-ce que le consommateur aura intérêt d'abandonner la compagnie d'électricité et d'aller sur une des compagnies qui lui proposera maintenant ses services de distribution? Qui sont ces compagnies? Autres, par exemple, Cellcom, Partner, Amistra-Gaz, Electra. J'en ai sûrement oublié, mais enfin, c'est à peu près quelques sociétés. Il s'agit d'un marché de 30 milliards de shekels, 3 millions de foyers. Et
ce que la réforme veut faire, c'est qu'un tiers de ces foyers-là passe dans les plus années qui vont venir maintenant sur ces compagnies-là. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y avait déjà une réforme, comme j'ai dit, pour les compagnies intelligentes. Et là, il y a eu que même pas 10% qui auraient pu le faire, qui l'ont fait. Donc, c'est pas obligatoirement que ça va se faire. Il faut savoir aussi que pour ceux qui n'ont pas des compteurs intelligents, il va y avoir, à partir du moment où ils vont faire cette demande à la compagnie d'électricité, au nouveau distributeur où ils vont aller, après qu'il ait vérifié que pour lui c'est le meilleur des choses, ça durera 2 mois parce qu'ils n'ont pas un compteur intelligent. Ça c'est une chose bureaucratique d'abord. Mais autre chose, il faut faire très attention. Cette réforme-là et les gens devront regarder maintenant leur facture d'électricité pour voir si vraiment c'est la peine de partir de la compagnie d'électricité. Pourquoi je dis ça? Parce que si quelqu'un ne consomme pas beaucoup d'électricité et qui n'a pas un compteur intelligent, donc il pourra pas bénéficier de la grande réduction qui peut aller jusqu'à 20% dans ce cas-là sur les heures, vous savez, les heures intelligentes, et qui pourra donc avoir entre 5 et 10% peut-être, par exemple, pour donner un exemple haute, et dire à celui qui a fait triple, je lui donnerai jusqu'à 10%. Elle va faire jouer là-dessus. Mais disons, je parle du consommateur delta, qui ne paye pas tellement de factures d'électricité, qui ne consomme pas énormément. Il faut savoir que ce sera peut-être pas tellement intéressant pour lui. Parce que les coûts fixes pourront augmenter. Bien sûr. Ils ont le droit d'augmenter ce qu'on appelle mèche-mouche. Donc il faudra chacun qui vérifie. Ouais, c'est surtout pour les gros consommateurs, on va dire. Voilà, exactement. Ceux qui ont beaucoup une grande surface, beaucoup d'électricité, tout ça. Donc ça, c'est important de le préciser. Merci. Daniel, on termine avec une société israélienne qui a finalement profité de cette fameuse panne mondiale. Vous avez peut-être eu aussi votre ordinateur et votre système Internet qui est tombé en rade. Eh bien, certaines compagnies israéliennes, notamment Sentinel-One, en a bénéficié. Que s'est-il passé, Daniel? Oui, tout à fait. Il paraît qu'à Calita, vous n'avez pas eu la semaine dernière dans les studios de panne à cause de ça. Apparemment, vous avez une providence spéciale, mais le monde entier, comme vous l'avez dit, a été touché. Il y a eu des problèmes même dans les super, dans les banques, etc. Et donc, ça a été quelque chose de mondial. À quoi est due cette panne-là qu'il y a eu? À une société qui s'appelle CrowdStrike, qui est une société américaine, qui est dans la cybersécurité et qui est chargée de tous les systèmes de Microsoft et tout, comme vous le savez, maintenant on est passé à l'ère digitale, donc tout vient des grandes compagnies et quel que soit le pays. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et donc cette compagnie, elle a eu un problème technique dans son adaptation de sa nouvelle version et c'est ça qui a fait le problème. Mise à jour de la nouvelle version nous a créé une panne mondiale. Bon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sentinel-One, c'est une société israélienne de cybersécurité qui est donc une concurrente directe de CrowdStrike pour exactement les mêmes choses qu'elle fait ça au niveau de Microsoft. Qu'est-ce que les gens se sont dit? Si CrowdStrike, le jour même, les gens vont l'abandonner parce que c'est une boîte qui fait des bêtises. Et son cours à la bourse de New York a baissé de 11%. Le même jour, les cours de cette société Sentinel-One a augmenté, elle, de 7% parce que les gens se sont dit que les gens vont passer chez elle. Il faut savoir d'ailleurs que cette société, depuis 1 an, je parle israélienne, a augmenté de 100%. Elle est passée à presque 6 milliards de dollars. Donc il fait bon d'investir dans Sentinel-One. On dit qu'elle pourrait profiter de ça. Et donc, effectivement, c'est une société qu'on dit performance et qui est en croissance. Eh bien, merci Daniel. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, comme toujours. En attendant, excellente semaine à tous. Merci beaucoup.